Bonjour à tous, donc je m'appelle Fabio Gennari, vous m'entendez bien? Ok. Je suis l'un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Orasio. On fait de l'analyse d'images par intelligence artificielle sur les réseaux de vidéoprotection. Donc mon intervention aujourd'hui, elle a deux objets. Vous dire ce que peuvent techniquement faire ces solutions et vous dire ce que vous avez le droit légalement de faire, en tout cas ce qu'on en comprend dans le cadre légal actuel. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont dans les CSU de ville avec de la vidéoprotection? Ok, très bien. Alors, la première partie de mon intervention, c'est de vous expliquer comment fonctionne l'IA appliquée à la vidéo, en tout cas vulgariser techniquement en quoi ça consiste. Je vais essayer, si c'est possible, de me connecter à notre outil en partage de connexion. En gros, nous, on fait deux choses. On fait de l'analyse d'images en temps réel et de l'alerte en temps réel sur des situations qui apparaissent dans vos vidéos. Et on aide à faire de l'investigation a posteriori pour revenir dans les images. D'accord ? Donc c'est les deux grands cas d'usage de la vidéoprotection par IA, l'alerte en temps réel et l'investigation a posteriori. Je voudrais vous montrer un peu comment ça fonctionne pour que vous ayez un peu plus une idée techniquement de ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, en gros, traditionnellement, comment fonctionnait l'IA appliquée à la vidéo? C'était des modèles qu'on appelait supervisés. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre des quantités astronomiques d'images à un moteur d'intelligence artificielle pour qu'il les retrouve. Concrètement, si vous vouliez retrouver dans une image du sel et du poivre, il fallait avoir montré 200 000 images de poivre à la machine, 200 000 images de sel, et si vous lui montriez du ketchup, elle n'avait jamais vu de ketchup de sa vie, et donc elle disait je connais pas. D'accord? Ça, c'est les modèles qu'on appelle supervisés. Vous apprenez à la chaîne, à une IA, à reconnaître des images. Les modèles sur lesquels on travaille sont très différents de ça. Et ce sont les dernières approches technologiquement qui sont possibles depuis 2-3 ans, notamment grâce à des chats GPT et autres par ces modèles-là. Ce sont des modèles où vous donnez une image à un ordinateur, il décrit tout ce qui se trouve dans l'image et il le traduit en chiffres. Et de l'autre côté, il a appris à traduire en chiffres tout le langage humain. Et donc, il fait une correspondance entre ce qui se trouve dans l'image et le langage humain. Simplement, pour vous expliquer ça, quand vous allez lui dire retrouve du ketchup dans une image, vous n'avez pas besoin de lui avoir appris pendant des années ce que c'est que le ketchup, il va le retrouver instantanément. Je vais essayer de vous montrer simplement pour que vous compreniez un peu plus directement. J'ai des problèmes de partage de connexion, pardonnez-moi si ça va un peu plus lentement. Là, on a rentré ici dans notre modèle une image, un fichier d'1 heure de vidéoprotection à Londres. Les images sont libres de droit, il n'y a pas d'enjeu de RGPD, je vous rassure. Et donc, si vous vous lui donnez ces images, il les a traitées. Et donc, si vous cherchez par exemple un modèle de véhicule à l'intérieur, il va aller rechercher s'il est connecté à Internet. Il n'est pas connecté à Internet. En gros, il va aller rechercher dans ces images tout ce qui ressemble le plus à une Tesla blanche. Un bel effet démo. Je ne suis pas connecté à Internet. Donc le moteur qui se trouve derrière, tant que je chope une connexion Internet, si quelqu'un a un partage de connexion, ça m'aidera aussi. Le moteur qui se trouve derrière, concrètement, habituellement, ce qu'on leur faisait faire, c'était d'aller rechercher si oui ou non il avait déjà appris le modèle de véhicule. Là, à la différence de notre modèle actuel, il fonctionne très différemment. Il va vous chercher ce qu'est ce véhicule-là et ce qui ressemble le plus à ce véhicule-là. Okay, donc là, en l'occurrence, dans l'image, je vais vous retrouver une connexion Internet, je vous ferai ça bien après. Là, en l'occurrence, dans l'image, l'intérêt, c'est que s'il y a une Tesla noire qui apparaît à l'écran, il va quand même aller vous chercher ce véhicule-là parce qu'il vous dit que c'est ce qui ressemble le plus qu'à ce qu'il recherche. Okay, donc par exemple, dans le cas des CSU, un exemple qu'on a très souvent, c'est la recherche de plaques d'immatriculation. Vous n'avez pas la plaque d'immatriculation en entier, vous avez simplement... Ah, c'est ennuyeux. Vous avez simplement une plaque d'immatriculation partielle
Mais si... je- Merci monsieur, c'est très gentil. Vous voyez là-dedans? Ah, très bien. On va voir. Ouf. Non, non, c'est moi, j'ai réussi à me reconnecter. Donc voilà l'exemple. Pardon, j'ai réussi à rechoper une connexion internet. Là, vous allez chercher une Tesla blanche. Il va vous chercher dans toutes les images. Donc à Londres, c'est assez fréquent d'avoir ce type de véhicule. Il va vous rechercher dans les images qui ressemblent à sa Tesla blanche. Par exemple, dans cette image-là, bah là, vous voyez, je sais pas, une dame avec un sac jaune, par exemple. Et là, il vous sort dans l'image tout ce qui ressemble à ça, c'est-à-dire des personnes avec sac jaune. Ok. Je sais pas, je vais vous donner d'autres exemples. Et là, vous comprenez bien que la notion de sac jaune, vous ne pouvez pas lui montrer à l'infini des sacs, à l'infini des couleurs d'images. Je sais pas, un autre exemple. Pareil, on n'a pas pu lui apprendre toutes les marques de vélos. Donc là, il a retrouvé tous les Véloline qui se trouvent dans cette heure de vidéo. Un autre cas qu'on a fait récemment, j'ai montré cette vidéo-là ce matin même à un maire et qui me dit retrouvez-moi une Aston Martin bleue. J'ai dit il est possible qu'il n'y ait pas une Aston Martin juste dans l'image, dans l'heure de vidéo qu'on a cherché. Une Aston Martin bleue, c'est un modèle assez rare. Donc je vous le fais. Donc là, c'est un bon exemple. Il ne trouve pas au premier résultat. Par contre, au deuxième résultat, il vous fait apparaître un véhicule bleu qui est de marque Bentley. Donc il a compris qu'une Aston Martin, c'est pour le langage humain un modèle de véhicule de luxe en gros. Et il va chercher dans son heure de vidéo ce qui ressemble le plus à un véhicule de luxe. Bentley égale véhicule de luxe, c'est bleu, en avant. Comprenez, enfin j'essaie de vulgariser le fonctionnement du système. Par exemple, ce camion là, on va essayer, je fais des tests en live, excusez-moi, c'est une démo un peu... au moins vous saurez que c'est réel. Un camion Conway. Bon, c'est cool, ça marche. Donc vous voyez, il va rechercher ce camion-là, qui est celui sur lequel il y a cette inscription Conway. Ok, Conway, là encore, c'est pas une marque de camion connue, c'est pas un modèle particulier auquel on a appris le nom du fabricant du coin. Donc voilà, ce que je veux vous expliquer, c'est que les modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui n'ont plus du tout la même puissance qu'autrefois et n'ont plus du tout les mêmes besoins. Autrefois, il fallait leur apprendre des images, aujourd'hui, ils comprennent tout de suite l'image spontanément. Donc quel est l'intérêt de ces outils-là? Concrètement, pour les CSU, c'est deux choses. Être alerté en direct sur des situations, vous paramétrez en avance l'outil, mais c'est surtout aussi d'aller faire de la recherche a posteriori. Vous avez sans doute le cas dans les CSU de réquisition judiciaire. La police vient vous voir en vous disant retrouve-moi l'auteur de tel fait qui a fait ci, qui a fait ça. Et il faut se revisualiser des heures et des heures d'image pour retrouver la personne ou le véhicule en cause. Là, vous le trouvez en un instant par une recherche en langage naturel. On présente souvent toutes les capacités de ces outils, on ne présente pas ce pourquoi ils ne sont pas très bons. Moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles ces modèles d'IA ne sont pas performants aujourd'hui et on ne sera pas performant avant longtemps. Donc en gros, tout ce qui touche de près ou de loin à des comportements que vous n'arrivez pas bien à décrire à l'image, l'IA ne va pas bien les retrouver. Donc par exemple, une agression sexuelle, si vous voulez montrer à quoi ressemble une agression sexuelle, c'est très difficile d'expliquer à l'IA la différence entre des personnes qui s'embrassent dans la rue, des gens qui chahutent en se frottant, ou une véritable agression sexuelle. C'est un truc qui est très difficile à décrire visuellement. Les IA ne savent pas bien retrouver ça. Le vol, je sais que c'est une demande très récurrente dans le domaine de la sécurité, de détecter automatiquement le vol par intelligence artificielle. Voler mon portable, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire en me frappant et en récupérant mon portable. Vous pouvez le faire discrètement. Donc dès que le geste est difficile à décrire sémantiquement, l'IA ne sait pas bien le retrouver. Donc
Ce que je veux vous dire, c'est que n'allez pas demander à ces outils ce qu'ils ne seront pas capables de faire dans les années qui viennent. Par contre, il y a des choses qui sauront très bien faire dans les années qui viennent et de mieux en mieux. C'est la description de toutes les choses qui sont des caractéristiques physiques. La couleur d'un véhicule, le modèle d'un véhicule, une plaque d'immatriculation. Les modèles sont de plus en plus infaillibles sur ces détections-là. Les attributs vestimentaires, les modèles sont de plus en plus infaillibles sur ces choses-là. Un départ de feu, les modèles sont très bons. Tout ce qui visuellement se décrit bien, l'intelligence artificielle le comprend bien. Voilà. Donc, voilà une brève présentation de ce à quoi servent ces outils. Je vais vous dire maintenant ce qu'on a le droit de faire, en tout cas tel qu'on le comprend, et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Nous, Eurasio, c'est une société qui a été créée en Europe avec pour objectif de répondre à des enjeux de sécurité et de défense. Donc on a commencé d'abord avec le monde militaire. Nos premiers clients sont des régiments de forces spéciales, des services qui opèrent en dehors du territoire de l'Union européenne et qui n'ont donc pas les mêmes contraintes légales, en particulier pas le RGPD qui n'est pas applicable dans les opérations militaires à l'extérieur du territoire national. Donc nous, on apprend technologiquement à faire l'ensemble de ce qui est possible dans ce cadre-là. Mais quand on arrive sur le territoire national, on a développé, vous le voyez, une solution qui est dédiée au CSU. Le cadre légal n'est pas du tout le même. La première partie de mon intervention, c'était de vous dire, c'est pas miraculeux ces outils, il y a des choses qu'ils ne seront pas capables de faire, mais c'est très pertinent sur certaines choses. Maintenant, mon objet, c'est de vous dire, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire, il y a des choses que vous avez le droit de faire. Donc le cadre légal en France, il est en gros divisé en deux grandes catégories. Le cadre légal en temps réel et le cadre légal a posteriori. Ça va, c'est clair ce que je raconte jusqu'à présent? Okay. Donc le cadre légal en temps réel, c'est ce que vous avez le droit de faire détecter automatiquement par une IA en live pour faire une intervention. Là, en gros, la position de la CNIL, mais qui est en fait une position légale simple, c'est de dire ces technologies-là font évoluer la vidéoprotection, elles lui font changer complètement de dimension. Donc pour que ces technologies soient possibles, il faut qu'un texte le prévoie, que ce soit un décret ou une loi. C'est le principe de base de l'IA en live. Donc vous l'avez sans doute vu, pendant les Jeux Olympiques, une loi expérimentale permettait de tester une série de cas d'usage, la détection de personnes qui portent des armes à feu, la détection de vol, la détection de quelques cas d'usage comme ça expérimentaux. La loi est tombée, elle n'a pas été reprolongée, elle devrait l'être pour les prochains JO 2030. Et donc pour l'instant, c'est le seul cadre légal très clair qui a été fait jusqu'à présent sur la détection en live. Donc en l'absence de ce cadre-là, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? En gros, trois grandes familles de détection. D'abord, les détections qui ont une finalité statistique. C'est-à-dire que si l'objet de l'IA n'est pas d'intervenir sur quelqu'un, mais de faire du comptage, vous avez globalement le droit de l'utiliser. Dans les finalités statistiques, qu'est-ce qu'on met? On met le comptage de flux, de personnes, de véhicules, en gros tout ce qui vous permet d'avoir des statistiques de fréquentation, de dépassement de jauge, etc. dans une zone. Les statistiques, là encore je reviens à la technique, beaucoup de fabricants d'IA vendent la capacité à détecter, à compter des objets, des personnes dans une foule. Les modèles ne sont pas très bons quand il y a beaucoup de gens. Voilà, je veux être très clair avec vous parce que c'est un truc qu'on croit un peu miraculeux, mais compter des personnes dans un stade, les modèles d'IA aujourd'hui, les meilleurs, ne savent pas bien le faire parce que les foules sont trop denses. Donc le comptage, ça marche bien, soit dans des lieux de passage, vous avez une fan zone par exemple, vous avez un point d'entrée de la fan zone, un point de sortie, là ça marche particulièrement bien, c'est très fiable. Mais si vous prenez la fan zone dans son ensemble et compter les gens à l'intérieur, ça on le fait pas très bien. Par contre, ce que vous pouvez faire statistiquement, c'est compter un dépassement de jauge. Vous avez une fan zone, vous avez un rassemblement, et vous voulez être alerté quand la densité est trop importante. Là, en revanche, on sait bien le faire. On sait définir un seuil à partir de lequel la zone est trop densément peuplée. Okay. Donc, première grande possibilité légale, tout ce qui touche au comptage et aux finalités statistiques. Le deuxième grand paquet de possibilités légales, c'est ce qui concerne l'anti-intrusion. Donc,
Aujourd'hui, l'IA peut être utilisée pour détecter l'intrusion d'une personne ou d'un véhicule dans une zone fermée au public ou fermée par définition à toute heure. Un cas d'usage de ça, ce sont évidemment les bâtiments municipaux qui n'ont pas vocation, en dehors de certaines heures, à faire l'objet d'une intrusion. Vous avez le droit d'avoir une alerte dans votre CSU en live. Un autre cas d'usage de ça, ce sont les parcs fermés à certaines heures. Si par arrêté municipal, vous avez décidé qu'un parc ne peut pas faire l'objet d'une intrusion, vous avez le droit de détecter par IA et alerter dans votre CSU pour une intrusion. Et enfin, la grande dernière catégorie de cas d'usage, en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a en gros une quinzaine aujourd'hui, mais si je vous fais les grands paquets les plus pertinents pour vous, en live, la dernière catégorie, c'est tout ce qui concerne la lecture automatique de plaques d'immatriculation. Donc les LAPI, comme on les appelle, ce sont ces dispositifs qui lisent les plaques et qui peuvent ensuite faire de la vidéo-verbalisation des communes. Par les communes, pardon. Aujourd'hui, on est aujourd'hui au Salon des maires, donc je vous parle spécifiquement de ce qui concerne les communes. Vous n'avez pas le droit de faire un LAPI pour toutes les infractions. Vous avez deux grands types d'infractions sur lesquelles vous pouvez utiliser des LAPI. Les voies réservées, voies de bus, zones à faible émission, en gros, les endroits où un véhicule n'a pas le droit de circuler. Et le LAPI concernant le stationnement payant. Un projet de loi, vous l'avez peut-être vu, a été déposé pour élargir les possibilités du LAPI et que les communes aient droit en gros au LAPI pour l'ensemble des règles du code de la route. Mais aujourd'hui, ce projet de loi n'a pas été adopté encore. Donc, comment ça se passe aujourd'hui dans les communes qu'on voit? Vous achetez en général des caméras LAPI qui vous font la détection spécifique des plaques d'immatriculation. Ça n'a aucun sens. Arrêtez de faire ça et arrêtez de vous équiper de caméras spécialement dédiées à ça. Le modèle que je vous ai montré, mais d'autres concurrents, sont aujourd'hui capables sur toutes les caméras. Je vais vous enlever mes rendez-vous que vous n'avez peut-être pas vocation à voir. Sur toutes les caméras de votre parc de vidéoprotection, on peut aller détecter une plaque d'immatriculation. Concrètement, comment ça fonctionne? Pardon, je reviens à la technique. Nous, notre modèle d'intelligence artificielle, quand il détecte un véhicule, il sous-détecte en quelque sorte la partie où se trouve la plaque d'immatriculation pour ne pas confondre la plaque d'immatriculation avec l'écriteau qu'il peut y avoir par exemple sur un camion, et il vous permet de retrouver cette plaque d'immatriculation. D'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que la technologie aujourd'hui permet par des dispositifs généralistes d'intelligence artificielle de remplacer les dispositifs spécialistes de l'API. Donc je vous ai dit, trois grandes catégories de choses que vous pouvez faire en live. Le comptage, les finalités statistiques, les détections d'intrusion de lieux fermés au public, et enfin tout ce qui est le LAPI et ses applications demain. Il y en a d'autres, et en gros retenez un principe, c'est que la CNIL, enfin l'autorité de contrôle en France, raisonne par deux prismes. À quel point est-ce que vous prenez des données personnelles et quelle est votre finalité? Donc il faut vous poser ces deux questions pour avoir un ordre d'idée de si c'est légal ou non. Si votre finalité c'est de protéger de la sécurité civile, si j'ose dire, c'est-à-dire détecter un départ de feu, détecter une noyade, la CNIL ne l'appréciera pas du tout de la même façon que si la finalité est une finalité répressive. Et l'autre grande question à se poser, c'est à quel point est-ce que je prends des données personnelles? Si vous détectez des feux de forêt en plein milieu d'une forêt où il n'y a personne qui passe, la CNIL n'a pas du tout la même appréciation que si vous détectez des feux de départ de feu d'une voiture en plein milieu d'une zone urbaine avec beaucoup de gens qui passent devant la caméra. Je ne travaille pas à la CNIL, donc je vous restitue ce que j'ai compris, et ça n'a pas la valeur de ce que pourra vous dire la CNIL, mais en gros, voilà comment on comprend, nous, le cadre légal. Ça, c'est le cadre légal pour ce que vous avez le droit de faire en temps réel. Et maintenant, l'autre grand cas d'usage, l'autre grand type de législation, c'est la législation qui concerne l'a posteriori. Et donc, c'est exactement la démo que je vous ai montrée, c'est-à-dire d'aller rechercher un véhicule, une personne, une situation. Là, le cadre est plus clair. Et on a eu une clarification progressive, d'abord par une décision du Conseil d'État en 2023, ensuite par des prises de position publiques de la CNIL en 2024 à l'occasion de différents contrôles, et tout récemment, en septembre, par une décision de la Cour de cassation. Ce que vous devez retenir, c'est que vous avez le droit d'utiliser des logiciels d'intelligence artificielle pour répondre à des réquisitions judiciaires. Ok, donc pour ceux qui ne vivent pas quotidiennement dans un CSU, comment ça se passe aujourd'hui? La police nationale vient voir le centre de supervision urbaine et vient dire on a eu une plainte pour telle ou telle infraction, sortez-nous les images de vidéoprotection associées à cette infraction.
En pratique, c'est des opérateurs de vidéoprotection dans les CSU qui vont passer des heures à revisualiser des images en accéléré pour retrouver la Tesla blanche, pour retrouver telle personne qui avait des chaussures rouges, et pour essayer de retrouver les images pertinentes pour répondre à la police. Ouais, ça, vous avez le droit d'utiliser des outils d'IA pour le faire et accélérer considérablement l'enquête à votre place. Vous avez le droit de le faire à une réserve importante, enfin 2 réserves importantes. La première, c'est d'avoir une réquisition judiciaire, c'est-à-dire que c'est bien la police nationale qui vient demander à la police municipale de sortir les images de vidéoprotection. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même parce que le policier municipal veut retrouver lui-même une infraction et taper retrouve-moi la Tesla blanche exactement comme je viens de le faire. Il faut qu'il y ait une réquisition judiciaire où la police nationale vous demande de le faire pour répondre à une enquête. Première condition. Et la deuxième condition, c'est de ne pas faire de biométrie. C'est une notion qui est importante, la biométrie. En théorie, dans le RGPD, il est possible de faire des analyses biométriques. Ce n'est pas tout à fait interdit, c'est seulement limité à des cas d'usage très très restrictifs. Et en France, en pratique, il y a très peu de cas d'usage de biométrie. Il y a les systèmes de passage aux aéroports et l'usage du TAG pour la police nationale. Bon, donc aujourd'hui, dans une police municipale, vous n'avez pas le droit d'utiliser de la biométrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord que vous n'avez pas le droit de faire de reconnaissance faciale. Donc si vous recherchez un suspect, que la police nationale vient vous voir avec le visage de quelqu'un en vous disant « retrouve-moi cette personne dans les images », vous n'avez pas le droit de prendre l'image et de retrouver cette personne. Vous avez le droit de retrouver peut-être ses attributs vestimentaires. Si la personne était habillée avec un pull vert et une chemise blanche, vous avez le droit de taper ça dans l'outil, mais vous n'avez pas le droit de retrouver son visage. Et la biométrie, ayez en tête que c'est une notion plus large que la simple reconnaissance faciale. Vous n'avez pas le droit en particulier de retrouver le squelette de quelqu'un. C'est une notion, détecter la démarche de quelqu'un, détecter l'iris, en gros tout ce qui vous identifie de façon singulière comme individu, si vous étiez tout nu, ce qui vous singularise des autres, on n'a pas le droit de le retrouver par IA, pour le dire très schématiquement. Voilà, donc nos outils aujourd'hui peuvent être utilisés a posteriori. Et c'est pas tout à fait intuitif, objectivement. On voit beaucoup de polices municipales, on commence à être déployés dans des villes qui nous disent mais c'est absurde cette mission, nous on n'est pas OPJ, on répond à la police nationale, enfin on fait une mission pour eux. Vous avez le droit de le faire, la Cour de cassation s'est prononcée sur ce point, à condition de ne pas faire de biométrie et de ne pas faire et de le faire sur le fondement d'une réquisition judiciaire. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on sait faire techniquement et ce que vous avez le droit de faire légalement. Mais je vous laisse surtout la parole si vous avez des questions sur ces différents usages. Pas de questions ? Ouais, allez-y. Pardon. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Sur la technique, oui madame ? Via votre outil, est-ce que vous avez la possibilité par exemple de taper full d'une vingtaine de personnes ? Pas une grande foule, parce que j'ai bien compris qu'aujourd'hui on n'a pas de solution qui permette de compter une foule dans une manifestation par exemple, parce que voilà, c'est grand, mais du coup taper une foule de 20 personnes par exemple sur un passage piéton. Alors, la question, est-ce qu'on peut retrouver une foule de 20 personnes, donc un regroupement d'un nombre pas trop important ? Oui, techniquement, c'est très facile à faire. Encore une fois, quand on n'est pas dans des milliers de gens agglutinés, les outils le retrouvent très bien. Par contre, j'anticipe un peu votre question. Le cas d'usage qui est très souvent demandé par les communes, c'est la RIX, la détection de RIX, de regroupement de personnes en vue de commettre une infraction. Vous n'avez pas le droit de détecter ça en live, c'est interdit. Vous avez le droit de le détecter a posteriori sur la base d'une réquisition judiciaire, mais être alerté dans votre CSU, alerte, il y a 10 personnes qui se retrouvent devant un lycée pour... Non, ça vous n'avez pas le droit de le faire, aujourd'hui le cadre légal ne le permet pas. Demain, la loi sur les Jeux Olympiques de 2030 permet les mouvements de foule, donc je pense que ça rentre dans ce cadre-là. Cette loi elle est passée à l'Assemblée et au Sénat, donc elle devrait vraisemblablement être adoptée pour d'autres grands rassemblements. Mais voilà, je simplement vous alerter là-dessus, vous n'avez pas le droit de le faire pour du répressif aujourd'hui. D'autres questions sur les différents cas d'usage, sur comment ça fonctionne techniquement ? Est-ce que vous avez le droit de faire ou pas ? Très bien. Si vous voulez en savoir plus sur nous, on est juste à côté, au pavillon 3, et on est au stand A77.
Voilà, on montre pas notre produit militaire, c'est un truc sur lequel on communique pas, mais on montre évidemment notre produit qui est dédié au CSU et puis aux infrastructures critiques. On sera déployé dans des gares notamment. Merci à vous.